Bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir rejoint Télésud. Voici les titres à la une ce soir. Les États-Unis considèrent que la sécurité s'est considérablement détériorée au Mali depuis que la junte a fait appel aux mercenaires de la société russe Wagner. Selon les Américains, la présence de la force Wagner limiterait l'action anti-djihadiste américaine dans la région du Sahel. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré, qui a justifié son coup d'État par la persistance de l'insécurité, continue de s'ériger en chef de guerre avec une méthode nouvelle et des annonces visant à marquer les esprits. Dans son sillon, le nouveau Premier ministre promet un gouvernement de combat. En effet, la sécurisation du territoire national constitue l'objectif prioritaire du gouvernement. En visite en Ukraine, à Kiev, le président de Guinée-Bissau a appelé au rapprochement des deux pays, mais il a aussi insisté sur le fait qu'il ne souhaitait pas choisir entre la Russie et l'Ukraine, des pays amis et partenaires tous les deux. Umaro Sissoko Embalo est aussi le président en exercice de la CEDEAO. Il a rencontré Volodymyr Zelensky hier. La veille, il était en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine. Les détails de son voyage au cours de notre édition. Le terrorisme a empiré de façon considérable depuis l'arrivée du groupe Wagner au Mali. C'est en tout cas ce qu'a affirmé la sous-secrétaire d'État américaine lors d'une visioconférence mercredi, lors de son retour d'un déplacement au Sahel où les États-Unis sont engagés militairement. Les détails avec Emeric Towegnan. Selon des témoignages recueillis par les enquêteurs de l'ONG internationale Human Rights Watch, les violences djihadistes dans le nord-est du Mali sont en nette augmentation depuis le début de l'année. L'ONG affirme dans un communiqué publié ce jeudi que des centaines de villageois ont été massacrés dans cette partie du pays par des groupes armés affiliés à l'organisation État islamique. Au cours de cette année, des massacres systématiques face auxquels les autorités maliennes sont de plus en plus impuissantes, relève le communiqué. Les djihadistes ont mené des attaques terrifiantes et apparemment coordonnées contre des villages, massacrant des civils, pillant des maisons et détruisant des biens. Le gouvernement malien devrait faire davantage pour protéger les villageois, particulièrement exposés au risque d'attaque, et leur fournir une plus grande assistance. Pourtant, la junte au pouvoir dans le pays s'est attachée les services des mercenaires russes du groupe Wagner, censés aider les forces maliennes à venir à bout des groupes djihadistes qui sèment la terreur dans de nombreuses localités du pays. Mercredi, la sous-secrétaire d'État américaine, Victoria Nuland, est montée au créneau pour tirer la sonnette d'alarme suite à un déplacement qu'elle a effectué au Sahel du 16 au 20 octobre. Selon elle, la situation sécuritaire du Mali est en forte dégradation depuis l'arrivée des mercenaires russes. Elle a fait état d'une augmentation d'environ 30% des actes terroristes au cours des 6 derniers mois. Ce gouvernement intermédiaire a fait de très mauvais choix en faisant venir Wagner et en les associant à son dispositif sécuritaire. Et nous en voyons les résultats avec une violence et des actes de terrorisme en augmentation et les forces des Nations Unies poussées vers la sortie. Malgré les différents rapports qui dénoncent une dégradation accrue de la situation sécuritaire du pays, les autorités maliennes affirment, elles, avoir engrangé d'énormes succès sur le terrain et mis en débandade les groupes djihadistes. Au Mali, toujours, l'avant-projet Constitution avait été remis la semaine dernière au général Assimi Goïta. Il est composé de 195 articles, un avant-projet avec de nombreuses innovations par rapport à l'ancienne Constitution qui date de 1992. Alors, quelles sont les évolutions que propose cet avant-projet de Constitution? Notre correspondant local sur place nous explique. Le Mali se dotera d'une nouvelle constitution qui va entériner la fin de la Troisième République et l'avènement de la Quatrième République. Une nouvelle constitution dont l'avant-projet est déjà rédigé et remis au président de la transition le 11 octobre dernier par la commission de rédaction. Après le président de la transition, les organisations de la société civile ont à leur tour reçu cet avant-projet. L'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance, l'une des organisations de la société civile qui a eu le document,
a pour sa part fait ses observations. D'abord sur les avancées, l'Observatoire note quelques points positifs. Il faut préciser que l'avant-projet avait 195 articles et dans les 195 articles, pour nous, il y a 12 points positifs. À notre avis, d'abord de préciser que le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. Pour nous, c'est un point positif. Un autre point positif, c'est le rôle de la société civile, qui est désormais reconnu dans la Constitution. Malgré ces points positifs, l'Observatoire relève des insuffisances notoires à corriger dans l'avant-projet proposé. Si on se réfère aux traités et conventions internationaux, donc, il doit y avoir une séparation nette entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Et dans l'avant-projet de constitution, on a relevé qu'il y a cette séparation entre l'exécutif et le législatif, et entre le judiciaire et le législatif, mais entre l'exécutif et le judiciaire, il n'y a pas de séparation. Parce que le président demeure toujours le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc si le président reste le président du Conseil supérieur de la magistrature, pour nous, cela va impacter négativement sur l'indépendance réelle des magistrats en République du Mali. Tout comme la société civile, l'avant-projet de la nouvelle constitution a été remis à la classe politique du pays. Pour le porte-parole de l'ancien parti au pouvoir, cet avant-projet ne respecte même pas la constitution du 25 février 1992, toujours en vigueur. Là où le débat se cite d'abord, c'est surtout par rapport à la forme. La loi fondamentale, qui est la constitution du 25 février 1992, est toujours en vigueur. Juste après, nous avons aussi vu une sortie de la Cour constitutionnelle qui dit que la Constitution, la primauté de la Constitution sur la charte de la transition. Donc, ce qui veut dire que la Constitution du 25 février est toujours d'actualité. Or, cette Constitution ne prévoit pas la rédaction d'une nouvelle Constitution. Et c'est là où se citent les grands débats. Pour ces chercheurs, le contexte dans lequel intervient la rédaction de cette nouvelle constitution fait entorse à plusieurs normes juridiques. En la forme toujours, l'autre disposition, c'est les limites juridiques. Aujourd'hui, un pouvoir constituant originaire peut faire adopter une nouvelle constitution, alors qu'il n'y a aucun fondement juridique aujourd'hui qui fait des autorités de la transition des pouvoirs constituants originaires. Donc, il y a cette question qui se pose. La Commission nationale de rédaction de la nouvelle constitution continue avec ses rencontres en vue d'avoir un large consensus autour de cet avant-projet de la nouvelle constitution qui devrait en principe faire l'objet d'un référendum en mars 2023. C'était un récit de Bouraïma Soulo. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré veut imprimer sa marque. Il a d'abord annoncé le recrutement de 50 000 civils pour renforcer l'armée. Ensuite, une série de mesures marquantes et populaires ont été annoncées par le nouveau Premier ministre Apollinaire Kyelem. Il a déclaré que la sécurisation du territoire national constitue l'objectif prioritaire du gouvernement. Les détails de son programme avec Emeric Towing. Quelques heures après leur nomination, les 23 ministres du nouveau gouvernement du Burkina Faso se sont réunis mercredi à la primature pour leur premier conseil des ministres. C'est un gouvernement de combat qui a été formé, a déclaré le Premier ministre Apollinaire de Tembela à l'issue de ce conseil des ministres présidé par le capitaine Ibrahim Traoré en personne. Occasion pour le nouveau chef du gouvernement de préciser les objectifs prioritaires de la nouvelle équipe de transition. En première ligne, la sécurisation du territoire national face à la montée du djihadisme dans le pays. Ce n'est pas un gouvernement de dîner de gala. Et le président vient d'insister sur ce point encore ce matin. Alors donc, ce gouvernement aura principalement 3 objectifs. Le premier objectif, le principal et le prioritaire, c'est la sécurisation du territoire. C'est la sécurisation du territoire. Et ça, tout le monde peut y contribuer. Chaque Burkinabé qui se dit patriote peut y contribuer à sa façon. Le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violence attribuée à des mouvements djihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Lundi encore, au moins 10 soldats ont été tués et une cinquantaine de blessés lors d'une attaque terroriste à Djibo, ville sous blocus djihadiste depuis 3 mois dans le nord du pays. Le nouveau gouvernement est déterminé à en finir avec cette spirale de violence terroriste, mais il compte également contribuer à l'amélioration du niveau de vie de la population. Le deuxième objectif sera de faire en sorte à améliorer la qualité de vie des Burkinabés. Pouvoir d'achat,
salubrité, insalubrité, hygiène, faire en sorte que le Burkinabé puisse vivre de façon agréable dans son environnement. Au troisième rang des priorités du nouveau gouvernement burkinabé, l'amélioration du système de gouvernance, élément indispensable pour la stabilité politique du pays, selon Apollinaire Kilem de Tambela. Et enfin, le troisième objectif sera d'améliorer le système de gouvernance. Qu'est-ce qui fait que chaque fois il y a l'instabilité politique? Que pouvons-nous faire pour une meilleure gouvernance pour notre pays, pour notre société? Voilà les objectifs principaux du gouvernement. Et à ces 3 points, chacun peut y adhérer, pour peu qu'il ait un esprit patriotique. Après ce premier conseil des ministres et les objectifs fixés, les populations burkinabées attendent désormais sur le terrain le nouveau gouvernement qui devra apporter des résultats concrets, surtout dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Toujours au Burkina Faso, près de 5 millions de personnes ont besoin d'une aide urgente. C'est Martin Griffiths, sous-secrétaire général de l'ONU, chargé des affaires humanitaires, qui a lancé l'alerte de retour d'une visite à Djibo. Il a dépeint une situation alarmante. Il n'y a plus de denrées sur les marchés, rien pour se nourrir. Le bétail a été emporté. Des mères sont obligées de nourrir leurs enfants avec des feuilles et du sel. Ce constat a été fait lors d'une conférence de presse à New York, retransmise en ligne. De son côté, le capitaine Ibrahim Traoré s'est engagé à prendre les mesures nécessaires pour que l'ONU puisse envoyer rapidement de la nourriture. L'ONG Amnesty International a dénoncé des violations des droits de l'homme au Tigré. Depuis le début de la guerre en novembre 2020, dans la région, l'ONG a recensé de nombreuses violations des droits humains, y compris des viols, des violences sexuelles, des pillages, des cas de torture et d'exécutions extrajudiciaires. Écoutez Fissé Tekle, il est chercheur spécialiste de l'Éthiopie pour Amnesty International. La gravité des violations des droits de l'homme dans ce conflit est extrêmement brutale et choquante, et elle correspond à la catégorie des crimes d'atrocité. Lorsque vous regardez le type de violations des droits de l'homme qui se produisent, leur nature généralisée, ce sont des crimes d'atrocité qui sont passibles de sanctions en vertu du droit international. Nous voulons des enquêtes complètes, crédibles et indépendantes sur toutes les atrocités commises dans ce conflit. Nous voulons une aide humanitaire aussi immédiate que possible et nous voulons que la communauté internationale et régionale réponde à la situation d'une manière qui soit à la hauteur de la gravité de la situation. Au Cameroun, le ministre des Finances Louis-Paul Motazé a reçu les ambassadeurs de France et de la Suisse ce mercredi. Louis-Paul Motazé et ses hôtes ont revisité tour à tour les liens de coopération et d'amitié qui unissent les 3 pays. Une rencontre qui s'est soldée par la signature d'une convention entre le Cameroun et la Suisse et qui porte sur la modification du taux d'intérêt de la dette du Cameroun envers ce pays frère et ami. Compte rendu de cette rencontre avec Gaël Jakam et Cyril Nguijoy. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue. Merci, monsieur le ministre. Vous allez bien? Très bien. Ok. Je vous en prie. C'est un exercice de routine auquel s'est prêté une fois de plus le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, ce mercredi. 2 audiences inscrites au programme. La première avec le nouvel ambassadeur de France au Cameroun, le général Thierry Marchand, venu se présenter pour la toute première fois à l'argentier camerounais. Celui qui occupait jusqu'ici le poste de directeur de la coopération, de sécurité et de défense au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères remplace à cette fonction son compatriote Christophe Guilou après 3 ans de règne. Pendant plus de 45 minutes d'horloge, les 2 hommes politiques vont passer en revue les grandes thématiques à aborder dans le futur, dont les plus importantes sont le développement du secteur agricole, source de richesse, et la formation de la jeunesse camerounaise. Notre action sera de les mettre en mouvement et de les mettre en musique, en essayant de faire probablement le mieux possible dans le cadre d'une conjoncture mondiale qui est délicate et qui est difficile. Donc il y a un enjeu très important autour des sujets liés à l'agriculture. 11h20, le général Thierry Marchand va céder la place
à Martin Straub, ambassadeur de Suisse au Cameroun. Le deuxième hôte de Louis-Paul Motazé, pour sa part, est venu réitérer le soutien indéfectible de son pays vis-à-vis de l'État du Cameroun, qui passe par la revue du taux d'intérêt de la dette contractée il y a plusieurs années. Entretien en toute convivialité qui donnera lieu à une signature de convention entre les deux États. On a fait des modifications quant au paiement et puis au taux d'intérêt, et qui est normal aujourd'hui. Il faut adapter ça au niveau actuel, et on l'a signé, et puis c'est bon pour l'avenir, et puis on apprécie beaucoup la coopération du Cameroun. La France et la Suisse, deux pays frères et amis du Cameroun, dont les liens de coopération ne sont plus à démontrer, et Louis-Paul Motazé entend bien les pérenniser. Et dans le reste de l'actualité internationale, aujourd'hui, il est question de la Namibie qui demande à l'Allemagne de renégocier l'accord sur le génocide. Le Rwanda projette d'élargir son appui à l'armée. Ensuite, un campement comptant près d'1 millier de migrants dans le nord de Paris a été évacué. Lorraine Mabou. La Namibie demande à l'Allemagne une renégociation de l'accord sur le génocide des Herero et Nama conclu en 2021 entre les deux gouvernements. L'Allemagne, qui avait reconnu l'année dernière avoir commis un génocide à l'époque coloniale en Namibie, a promis plus d'1 milliard d'euros à verser sur une durée de 30 ans. Cette somme devrait être versée aux descendants des victimes. Mais cette promesse a été jugée insatisfaisante en juillet dernier lors des discussions au Parlement namibien. De nombreux Namibiens ont également rejeté cet accord, estimant que les descendants des Herero et des Nama n'avaient pas suffisamment été impliqués pendant les négociations. Pour rappel, au moins 60 000 Herero et environ 10 000 Nama furent tués en 1904 et 1908 en Namibie. Le Rwanda envisage d'élargir son appui aux forces armées centrafricaines. Grâce à cet appui, les soldats centrafricains pourraient être formés et s'aguerris. L'annonce a été faite mercredi à l'issue d'une rencontre entre les chefs d'État des deux pays. Troisième contributeur au maintien de la paix en RCA, avec plus de 3000 soldats déployés dans différentes parties du pays depuis 2014. Le Rwanda a aussi déployé mi-décembre 2020 ses soldats en Centrafrique, en plus de son contingent intégré au sein de la MINUSCA. Les deux pays sont déjà liés par 4 accords de coopération. En acceptant d'élargir son appui aux forces armées centrafricaines, le Rwanda resserrait les liens déjà existants. En France, dans le nord de Paris, plusieurs centaines de migrants qui étaient installés à même le sol, sous un tronçon aérien du métro parisien, ont été évacués ce jeudi. Ce campement, qui comptait près d'1 millier de migrants, a été évacué par les forces de l'ordre. Ce sont les associations qui ont donné l'alerte. Ces personnes, essentiellement originaires d'Afghanistan, ont été évacuées dans le calme. Environ 600 à 700 personnes ont été mises à l'abri, mais les associations estiment qu'environ 400 autres personnes évacuées de la zone se retrouvent ce soir sans aucune solution d'hébergement. En France, la proposition d'Emmanuel Macron de reporter l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, à condition d'un allongement de la durée de cotisation, est inacceptable pour les syndicats. L'objectif du gouvernement est toujours de reporter l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, mais le chef de l'État a donné un signe d'ouverture mercredi soir en se disant pas opposé à la retraite à 64 ans, mais sous condition. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a dénoncé lors d'une manifestation à Paris aujourd'hui le marché de dupes d'Emmanuel Macron sur les retraites. Pour lui, fixer l'âge à 64 ans au lieu de 65 en augmentant la durée de cotisation, c'est du pareil au même, a-t-il dit. Écoutez-le. Baisser l'âge, enfin le mettre à 64 au lieu de 65 ans en augmentant la durée de cotise, c'est du pareil au même. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de salariés partent après l'âge légal? C'est grâce d'ailleurs à M. Hollande et Mme Touraine. C'est parce que pour avoir une pension complète, il faut avoir ces années de cotise. Et donc, vous le savez très bien, aujourd'hui, une majorité de salariés sont obligés de partir après l'âge légal parce que sinon leur pension elle est incomplète. Donc c'est un marché de dupes qu'ils proposent. C'est un marché de dupes. Et moi je me félicite que, et vous l'avez vu dans notre déclaration commune, toutes les organisations syndicales refusent et le report de l'âge légal et l'augmentation de la durée des cotisations.
En visite en Ukraine, à Kiev, le président de Guinée-Bissau a appelé au rapprochement des deux pays. En tant que président en exercice de la CEDEAO, le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo a exprimé ce mercredi à Kiev la volonté de l'Afrique de se poser en médiatrice entre la Russie et l'Ukraine. Mais il a aussi insisté sur le fait qu'il ne souhaitait pas choisir entre la Russie et l'Ukraine, des pays amis et des deux partenaires tous les deux. Mardi, il était en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine. Plus de détails avec Mathieu Nicolas. Il avait prévu de s'y rendre, il a tenu parole. Après avoir rencontré son homologue russe Vladimir Poutine, le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo s'est ensuite rendu en Ukraine. Pour justifier son déplacement à Kiev, le président en exercice de la CEDEAO a fait savoir qu'il lui était inimaginable d'aller en Russie sans faire un détour en Ukraine, deux pays qu'il considère comme frères. Comme à Moscou, Umaro Sissoco Embalo a revêtu son costume de facilitateur entre les deux pays en guerre, au nom de la CEDEAO, mais aussi de toute l'Afrique. J'étais hier avec Poutine, et si lui et le président Poutine pensent que la Guinée-Bissau et l'Afrique peuvent porter les solutions pour la paix, nous sommes les premiers militants pour ça. Le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo a insisté sur le fait qu'il ne souhaite pas choisir de camp entre la Russie et l'Ukraine, pays amis et des partenaires tous les deux, allant jusqu'à désigner les deux dirigeants comme frères. Le président bissau-guinéen a l'espoir d'une rencontre entre Poutine et Zelensky qui pourrait amener à un accord de paix. Moi, je dis que, et je l'affirme, que la Russie est un partenaire stratégique aujourd'hui, comme l'Ukraine aussi, c'est notre partenaire. Donc, c'est pour cela qu'hier, j'ai dit effectivement que la Russie était toujours nos partenaires stratégiques, malgré qu'aujourd'hui, il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Kiev cherche des appuis en Afrique où la Russie entretient des relations historiques avec plusieurs États. Mais plusieurs pays africains affichent une neutralité dans la guerre en Ukraine. Il y a une quinzaine de jours, lors d'un vote à l'ONU, une vingtaine de pays du continent se sont abstenus pour une résolution condamnant les annexions illégales russes de territoires en Ukraine. Guerre en Ukraine toujours, la centrale nucléaire de Zaporijia est sous haute surveillance. Selon l'agence russe Interfax, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, va assister ce jeudi à une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies et il va demander la création d'une zone de sécurité autour de la plus grande centrale nucléaire d'Europe qui est contrôlée par la Russie depuis le 28 février dernier. Sur place, l'alerte est maximale, la tension palpable sur les routes et c'est dans cette région que le maillage militaire est le plus dense, encore plus que dans la ville de Kherson où l'administration pro-russe a demandé aux civils d'évacuer la ville. Le Liban et Israël ont conclu un accord historique sur leurs frontières maritimes. Le Liban et Israël sont deux pays voisins qui sont officiellement en état de guerre, mais aujourd'hui, ils ont pourtant signé un accord délimitant leurs frontières maritimes après des mois de négociations ardues par l'entremise des États-Unis. Cet accord va assurer la répartition de précieux gisements gaziers offshore en Méditerranée orientale. Écoutez. This is an agreement between two governments that commit them. Il s'agit d'un accord entre les deux gouvernements qui les engage, eux et leurs successeurs, à aller de l'avant. Une partie du procédé qui nous a permis d'en arriver là a consisté à identifier la perspective des négociations et nous allons cet après-midi nous rendre à Naqoura parce que c'est l'étape finale telle qu'elle a été identifiée dans le cadre qui a été initialement convenu avec le président Berry. Et une fois que nous aurons fait cela, les deux gouvernements s'engageront individuellement, pas ensemble, mais individuellement,
à mettre en œuvre cet accord dans les années à venir. Et on se quitte avec des images de la plage d'Osgore sur la côte atlantique en France. Une plage qui, vous le voyez, est encore très fréquentée par des baigneurs, des surfeurs. Et du coup, les communes littorales landaises ont dû étendre la surveillance de leur plage jusqu'à la fin du mois d'octobre en raison de la vague de chaleur. Un phénomène exceptionnel qui pourrait devenir la norme avec le réchauffement climatique. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À toutes et à tous, une excellente soirée et à demain.